Bonjour et bienvenue à tous sur Art TV. Je salue et remercie toute l'équipe dont ne vous demande pas d'y croire et vous bien sûr qui êtes là à cette émission. L'art est vraiment ma passion et je vous invite bien sûr à vous connecter à cette chaîne, à vous enregistrer, à vous abonner et également bien sûr à me rejoindre sur le groupe Facebook dédié à cette émission où nous pourrons échanger entre celles-ci. Vous pouvez également aller visiter mon site sandrinedupuis.fr et là vous trouverez tous les renseignements relatifs aux ateliers créatifs en lien avec l'émission. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir une personne incroyable parce qu'elle rassemble des fragments pour en faire des œuvres très lumineuses, très colorées que vous allez découvrir tout au long de cette interview. Voilà, j'accueille avec grand plaisir Marie Goya. Bonjour Marie. Bonjour Sandrine, C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. merci à toi de m'accueillir et Oui, merci à toi pour cette belle introduction. mais c'est vraiment ce que je pense après avoir vu tes merveilles dont tu vas pouvoir nous parler justement. Et ma première question, ça serait, puisqu'on va le dire là, tu es mosaïste d'art et tu es aussi art thérapeute. Est-ce que c'est comme cela que tu te définis? Exactement. Exactement. Artiste mosaïste et art thérapeute avec le médium de la mosaïque. D'accord. Tout à fait. Alors, pourquoi justement la mosaïque? Ah, pourquoi la mosaïque? Eh bien ça c'est tout le sens d'une incarnation que l'on découvre au fil de la vie et que j'ai découvert sans le savoir, sans l'attendre et qui a été un rendez-vous lors d'un voyage que je pressentais euh, comme très important et en même temps qui était un simple voyage d'études et qui a été un rendez-vous avec moi-même pour rencontrer cette force incroyable véhiculée par la mosaïque. On pourra en parler euh, si on rentre dans le détail de ce voyage qui a été fondateur. Oui, je t'en prie, vas-y, tu peux nous en parler. Avec plaisir. Alors, c'est un voyage qui s'est effectué en 1992 lors de l'exposition universelle de Séville. J'étais alors étudiante et notre prof d'histoire de l'art a embarqué un petit groupe d'étudiants pour réaliser des petits reportages sur des thèmes très précis qu'elle nous avait fixés à chacun. Et une fois sur place, nous étions seuls à visiter les différents pavillons qui représentaient l'ensemble des pays du monde entier. C'était d'une grande sobriété et qui ne présageait pas du tout de ce que j'allais découvrir à l'intérieur. Et c'est peut-être ce qui est cher à Laurent Gounel quand il dit dans son livre Et tu découvriras le trésor qui dort à l'intérieur. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque j'ai franchi les premiers pas dans ce petit pavillon. J'ai été submergée d'une émotion incroyable. Euh, Sol, mur, plafond, fontaine, remplis de mosaïques, des bleus, des verts, de la dorure. Rien n'était trop beau pour honorer les éléments de la nature euh, qui font le lien entre terre et ciel. Et mon corps a été complètement scotché sur place. Et ça a été vraiment une rencontre avec mon cœur et mon âme, comme si en fait il y avait presque une dissociation où j'étais subjuguée par la beauté qui me connectait à quelque chose de complètement sacré et complètement quelque chose que je n'avais jamais contacté auparavant. Euh, et je me suis vue là, mon corps immobile et moi, mon énergie en fait, cette énergie qui rentrait en totale symbiose avec ce que je voyais. Je me suis vue tournoyer et faire alliance avec cette beauté. À l'époque, je ne connaissais pas la mosaïque. Ça a été vraiment mon premier contact avec la mosaïque. Quand je suis rentrée de ce voyage, pour moi, c'était un simple voyage
qui m'avait fait toucher une émotion particulière, mais je ne savais pas que ça allait m'emmener dans une autre dimension qui allait animer toute ma vie. Voilà, quelle fut la rencontre avec la mosaïque et qui progressivement m'a amenée à l'envie de la pratiquer de manière tout à fait personnelle. Et puis, cette dimension prenant de plus en plus de place, elle est devenue une ressource, une nourriture, comme le fait de respirer. Et c'est devenu une ressource quotidienne qui est devenue une activité professionnelle parce que l'évidence était là. Oui, Voilà. une évidence qui est vraiment déjà très profondément spirituelle dès le début finalement. Hein. Tu parles de symbiose, presque d'unité avec ce que tu vois et ce qui t'entoure en fait. Tu touchais déjà à cette essence du un. Exactement, mais à l'époque, je n'avais pas la conscience de ça. J'étais dans l'ignorance totale, j'étais simplement en contact avec une énergie de vie et je ne pouvais pas parler de mots comme divin. Aujourd'hui, je peux le dire, divin, en fait, c'est cette alliance entre terre et ciel, c'est ce lien entre une verticalité et une horizontalité. C'est cette traversée en fait de nos corps, des énergies qui viennent et qui nous emportent. Et cette verticalité et cette horizontalité, à la jonction, il y a le cœur qui s'emballe et qui nous anime. Et c'est toute la différence entre un corps qui respire et qui est respiré. C'est ce qui s'est produit, moi, avec la mosaïque. C'est cette rencontre de verticalité, d'horizontalité qui m'a fait devenir un être qui est respiré et qui est animé par cette énergie et la puissance de ce médium. Non, d'accord. Donc, tu fais vraiment plus que un avec la mosaïque. Est-ce que c'est quand même une technique très minutieuse d'assemblage. Tu vas pouvoir nous expliquer un peu comment ça se passe. Mais ma première question, ça serait, est-ce que tu penses que ça rejoint un peu les états méditatifs quand on fait de la mosaïque? Complètement. Oui. Complètement. C'est vraiment une connexion à soi. C'est un voyage intérieur qui permet de cheminer et de transformer. Et en fait, ce que la matière traverse, l'être le touche et le transforme. Et c'est vraiment, comme tu dis, par cette respiration, une connexion à bien plus grand que soi en soi. La mosaïque devient en fait ce canal, ce grand thérapeute qui nous met en lien avec la vie. Oui. Et dans le processus que fait vivre la mosaïque, il y a tout un parcours parallèle avec le parcours de l'être. Comme tu dis, c'est minutieux, ok, ça c'est vu de l'extérieur, mais en fait, c'est comme un cheminement initiatique, en fait. Quand on fait de la mosaïque, il y a tout un travail de séquence. Ça, on va y revenir en détail si tu veux bien. La deuxième question que je voudrais te poser, parce qu'on voit des plateaux devant toi avec justement des morceaux de mosaïque, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit? C'est quoi la matière de la mosaïque? Oh, alors la mosaïque, en fait, ce sont d'infinies matières possibles. Là, je vous ai mis devant les yeux essentiellement ce que je travaille. Donc, ça va être de la pâte de verre avec des reflets. Vous avez des plaques de verre. C'est ce qu'on appelle du verre cathédral ou du verre américain. C'est ce qui sert pour concevoir les vitraux dans les églises. Là, ce sont des plaques de verre opaques qui ne font pas traverser la lumière. Mais dans les vitraux, il y a le jeu de transparence, justement, pour faire passer la lumière et créer créer la force, la puissance dans les églises du passage de la lumière pour que le pèlerin s'ouvre à notre état d'être.
Euh, vous avez de la feuille d'or, beaucoup utilisée dans la mosaïque byzantine. Vous avez du bizaza. En fait, ce sont des carreaux italiens. C'est fabriqué en Italie. C'est de la pâte de verre avec de la poudre de cuivre pardon, à l'intérieur qui permet aux carreaux d'être chacun unique et avec des scintillements différents. Vous pouvez avoir du marbre, de la pierre. Là, je n'en ai pas à vous montrer parce que je ne travaille pas le marbre ni la pierre. Des objets trouvés, des coquillages, des perles, des objets détournés qui vont être assemblés les uns aux autres pour créer une œuvre en mosaïque. Moi, j'amène une autre dimension à la mosaïque, c'est que je dis que la mosaïque, c'est aussi un processus. Cela devient un art thérapeutique, où la personne qui explore la mosaïque va contacter en elle toutes les facettes intérieures inestimées qu'elle va assembler, unir, dans un long cheminement qu'elle va sceller de manière consciente, intime et profonde dans une réalité, dans sa réalité, pour en faire une ressource vivante qui va devenir une ressource créatrice d'une autre vision d'elle-même. Voilà ce que je peux dire sur procédé art décoratif, un moyen technique de réaliser une œuvre, mais un processus thérapeutique pour faire œuvre en soi. Où là, la personne, par tout ce processus d'étapes, où on est appelé par les couleurs et les matières, parce que chaque matière va générer en soi l'appel d'un besoin, la réponse à un besoin. Quand on travaille le verre, on travaille à sa lumière. Quand on travaille le marbre, on travaille à autre chose en soi. Le marbre, c'est issu de la terre, issu d'un vestige géologique. On travaille à la construction d'autres choses. Et donc, dans les plaques de verre, ce sont des formats beaucoup plus grands. On va aller découper ces morceaux pour en extraire une forme précise. Et quand on effectue ce geste-là, bien sûr, si on est dans le côté procédé, je réalise une œuvre décorative, il y a une volonté d'obtenir une forme, mais quand on est sur un plan d'art-thérapie, on part de ce carreau comme la pierre initiale, qui est l'initiale du mouvement. En fait, de manière inconsciente, on voit en ce carreau l'être que l'on est aujourd'hui, et qui est le vestige d'une construction, d'une histoire. Et en fait, quand on va prendre la pince pour aller découper, pour obtenir la forme qui nous parle, on va aller se défaire, on va aller décomposer, on se défait de ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, il y a un vrai rapport avec le parcours de l'être qui doit se déconditionner de tous les emprisonnements qu'il a. Et en agissant avec sa pince de manière intuitive dans un premier temps et de plus en plus consciente, on va extraire et se décharger de ce qui n'a plus lieu d'être jusqu'à obtenir la forme qui parle. Et lorsque l'on répète de manière des centaines de fois, des milliers de fois sur chacun des carreaux pour lui donner la forme précise qui va s'ajuster à la suivante, dans un métissage de couleurs et de textures, on travaille à réunir en soi toute
tout l'inaccompli pour tendre vers un accomplissement. Quand on le colle, c'est un acte irréversible. C'est comme dans la vie. Quand on fait quelque chose, elle est là. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, le fait de coller, c'est sceller dans la matière quelque chose qui acte un élan et un choix créateur. Et lorsque l'on intervient à la fin pour remplir toutes les failles, c'est-à-dire tous les interstices entre chacun des carreaux, que l'on le remplit de joints, c'est remplir toutes les lignes de vide, de force, pour réunir l'image et en faire une et une seule, qui va donner une vision renouvelée de l'être, de lui-même, et qui va lui... En fait, il se passe quelque chose de très puissant dans l'acte du joint, où c'est le joint en général, quand on le fait, c'est une poudre que l'on mélange à de l'eau et on obtient une pâte à la consistance d'un dentifrice et que l'on recouvre sur son œuvre. Et quand on recouvre son œuvre, il y a quelque chose de vertigineux parce qu'on se dit « Waouh !» Des lignes nouvelles qui ont scellé l'union. Et tu parlais d'unité tout à l'heure, l'unité, elle est bien là. Du chaos, on a créé l'harmonie qui donne l'unité. Et au creux de l'être, moi je savoure ces instants-là quand je vois les personnes qui viennent et qui en sont à cette étape, avoir la peur de faire le joint, la peur de cet ensevelissement, et puis la révélation de l'œuvre qui se met à jaillir sous leurs yeux et la joie qu'ils éprouvent. C'est merveilleux. Voilà. Oui, c'est merveilleux de t'écouter aussi, c'est vraiment passionnant. C'est plein de symbolisme en fait tout ce travail. Complètement. C'est incroyable. Et au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a aussi une symbolique dans les teintes utilisées? Ah oui, forcément. Alors après, en fonction des cultures, tu vas trouver des symboliques qui sont très différentes. Mais c'est pas ça qui importe. C'est la symbolique que toi tu mets dans cette couleur. C'est-à-dire, quand tu vas... En fait, moi je procède avec des bols. Lorsque, dans tous les ateliers, je réunis dans des bols des carreaux d'une même couleur. Et dans cette couleur, il va y avoir des matières différentes. Pourquoi des bols? Parce que pour moi, il y a une dimension sacrée qui fait référence au bol tibétain. Euh, et lorsque les personnes arrivent et qu'elles se trouvent face à toute cette procession de bols remplis de couleurs qui sont euh, pleines de couleurs, de textures mates ou brillantes, elles sont comme un enfant face à des bols de bonbons. Elles sont tout de suite, elles adhèrent complètement. Elles sont happées par les couleurs et c'est là où, pour répondre à ta question, la symbolique des couleurs, c'est chacun qui la trouve en fonction de son besoin, de l'énergie qui va, ce jour-là, nous appeler vers le bleu plutôt que vers le rouge. Et ça va correspondre à une nécessité intérieure. Voilà. Et dans ces matières que tu as là dans les bols, ce sont des matières que tu achètes ou bien tu fais aussi de la récupération de choses que tu casses pour en faire des petits morceaux? Alors, il y a les deux, mais essentiellement des choses que j'achète. D'accord. J'achète beaucoup de matériaux nobles parce que pour moi, il est essentiel. Quand on travaille avec du beau, on touche le beau en soi et on le révèle à l'extérieur. Alors après, il y a tous ces
bol rempli de matériaux que j'ai achetés et j'ai d'autres bols où il y a de la récupération. Et là, ça devient, ces bols-là, ce sont des objets, ce sont des bols trésors. On est sur un autre appel où je vais récupérer un collier cassé. Il y aura toutes les perles. Il y aura des objets insolites qui auront été récupérés à tel endroit et qui pourront être source de, de connexion pour certains pour aller toucher des choses dont ils ont besoin pour répondre à, à, à quelque chose qui est profond en eux. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du processus technique, je veux dire, de création? Tu nous as déjà donné quelques éléments avec le cimentage ou le coulage final, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais j'aimerais savoir vraiment comment se passent toutes les étapes de création, la partie qui est structurée, la partie qui est peut-être plus intuitive, je ne sais pas. Écoutons, comment tu t'y prends quand tu Alors crées c'est quelque vrai chose? que je n'aime pas ce mot technique. Euh, on ira plus sur de l'intuition en fait. Euh, Quand on vient dans les ateliers que j'anime, on peut faire comme ça, mais il y a toi qui viens me voir, tu vas découvrir aussi certainement un autre possible et qui va être enrichissant pour chacun de nous. Et dans les ateliers de transmission de savoir-faire, c'est ça que je trouve assez riche parce qu'il y a des appropriations très très personnelles et intimes qui vont enrichir la pratique de la mosaïque de chacun. Donc, pour revenir à ta question technique, à chaque matériau, il y a une pince adaptée parce que on va pas couper le marbre de la même manière que l'on va couper le verre. Le verre va se découper avec un diamant. On va séparer les carreaux avec une pince séparatrice. Et après, on ira grignoter la forme pour s'approcher au plus près, même c'est pas au plus près, dans l'exactitude de la forme que l'on souhaite. Tandis qu'avec le marbre, on va travailler avec une marteline. On a un tranché, on dépose son marbre sur le tranché et on actionne d'un coup la marteline pour sectionner le carreau. Et on va répéter éternellement ce processus pour faire des tesselles de marbre, de pierre, d'une certaine dimension en fonction de la fresque à réaliser. Donc ça, au niveau de la technique, à chaque matière, sa pince. Il y a différents supports possibles. En mosaïque, tout est possible. On peut travailler à plat sur un support direct, comme sur du bois, pour en faire un tableau. On peut travailler à la verticale sur un mur, mais en général, on ne travaille pas directement sur le mur. On va travailler direct sur un support comme le bois, mais ça peut être sur une table aussi, et la table, elle peut avoir différentes matières. Et à chaque fois, il faut adapter des colles très précises pour qu'il y ait une pérennité de l'œuvre. On peut réaliser du volume, faire des sculptures. Et là, il y a différents procédés pour créer la structure de, de, de la future sculpture. On peut travailler sur quelque chose de grillagé qui va être rembourré et couvert de bandes de plâtre d'enduit pour créer le support et on va coller directement après la mosaïque dessus. Ou alors on peut travailler la pierre, le béton cellulaire, on crée sa forme et on colle la mosaïque dessus. Tout est possible. Ça c'est, on a vu les matériaux, les pinces, les colles, les supports.
Alors, joint ou mortier. On peut travailler soit avec du joint si on a collé son support auparavant et on comble toutes les lignes de faille de ciment, ou alors on travaille directement avec un mortier-colle qui fait office de colle et de joint. D'accord. Donc on sent qu'il y a quand même, il y a quand même cet aspect technique que tu maîtrises très bien. Et outre cela, alors, est-ce que tu as besoin de te mettre dans un état de conscience particulier quand c'est toi qui crées ou avant d'animer un atelier? Oui, mais en fait, il est là. Il m'habite en permanence. Euh, je dirais que quand je suis dans un acte de création pur, je suis dans un aspect méditatif, une respiration intérieure, euh, où je vais faire ce voyage intérieur, où en fait, dans mon propre silence, je vais entendre le, le bruit de la vie qui est en moi. C'est pas beau le bruit, mais l'écho de la vie qui est en moi et qui va être insufflé par l'énergie créatrice pour œuvrer petit à petit. Quand je suis en accueil d'atelier en art-thérapie, j'ai toujours un temps de concentration avant les ateliers pour créer un cadre très sécurisant pour que la personne, quand elle arrive, puisse mettre la pression avec laquelle elle est venue à l'extérieur. On va la travailler, évidemment, mais pour la mettre dans un état, elle, d'accueil, en confiance, en bienveillance, en non-jugement. Et on va toujours commencer les ateliers par un recentrage dans le corps. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un recentrage dans le corps? Je vais inviter les personnes à fermer les yeux. Et en fait, on parle de méditation depuis tout à l'heure. Là, ce sera pas une méditation seule face à soi. Enfin, si, c'est une méditation seule face à soi parce qu'on est tout, quand on ferme les yeux, on est à l'intérieur de soi. Mais en fait, je vais écrire une histoire que je vais raconter et que là où les personnes qui sont là vont saisir, les yeux fermés, ils vont se connecter à certains mots et ils vont visualiser déjà des choses qui va les faire voyager intérieurement, qui va mettre de côté la peur avec laquelle ils sont venus. Parce que beaucoup de personnes, quand elles viennent dans les ateliers, elles ont la peur de je suis nulle, je sais rien faire de mes mains, la hantise de faire du beau. Je ne sais pas faire de beau, je n'ai aucun talent. En fait, en art-thérapie, il faut surtout évacuer toutes ces peurs-là parce qu'on n'est pas dans cette dimension. Et le fait de faire ce voyage intérieur, tout de suite, ça les rend acteurs des, des visualisations qu'ils vont faire. Et au sortir de la méditation, il y a, il y a une sensation de bien-être et vraiment de connexion à soi qui fait que lorsque les personnes vont aller vers les bols de couleurs et vers leur table de création, elles n'auront pas été saisies et figées par la peur de la feuille blanche. Elles auront visualisé, elles auront contacté des choses qui vont générer l'acte créateur. Et après, elles vont vivre toutes les étapes dont j'ai parlé, le fait de couper, d'extraire tous les conditionnements, tout ce dont on veut se débarrasser pour ne garder que la petite forme qui parle, l'assembler à une autre, et ainsi de suite, la coller, la sceller dans la réalité, la jointer,
pour créer l'ancrage et voir l'œuvre recomposée de toutes les facettes qui ont été libérées, toutes les facettes intérieures qui ont été libérées et qui étaient inestimées et qui deviennent estimées. C'est ça. On peut parler donc de guérison, on peut parler peut-être de chemin de vie. Est-ce qu'il y a parfois comme un message qui est reçu, le fait de travailler la mosaïque? Oui, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est des messages qui sont très intimes et personnels. Chacun va avoir ses clés d'ouverture, de compréhension et de nouvelle conscience. C'est vraiment un travail de métamorphose. La mosaïque, c'est l'art du cheminement et de la transformation. Et vivre, c'est se mettre au monde dans la lumière de ce cheminement et de cette transformation. Et la mosaïque permet de contacter ça. Toutes ces métamorphoses intérieures qui amènent à un élan nouveau en soi dans cette prise de conscience. Alors je pense que tu fais partie aussi d'une association et qu'il y a un projet qui a été très important dans ton parcours. Je ne fais pas partie de cette association, mais faisant cette formation en art-thérapie, dans les formations, on travaille les médiums classiques qui sont la peinture, le pastel, le modelage, l'écriture, le corps en mouvement. Toutes ces choses-là. Donc moi, j'avais posé mes pinces de mosaïste, pensant ne plus en faire. Et puis, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui se présente être la présidente d'une association d'enfants malades à l'hôpital. Et ce sont déjà des âmes mûres, des âmes... on parle de vieille âme. Cet enfant, c'était son cas. À 5 ans, quand il a vécu ses longs séjours à l'hôpital et qu'il a été confronté à certaines choses, il a dit « Mais moi, je veux aider les enfants qui sont comme moi à l'hôpital. Maman, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et pendant tous ces longs séjours, avec sa maman, ils se sont questionnés et ils ont décidé, à la demande de Brahim, ce petit garçon s'appelle Brahim, ils ont décidé de créer une association qui s'appelle Aniveux. Aniveux, parce que c'est le début de anniversaire et vœu, donc vœu d'anniversaire. C'est créer des anniversaires à l'hôpital pour les enfants malades, mais cette association fait bien autre chose. Tout au long de l'année, elle organise des événements pour mettre de la vie à l'hôpital auprès des enfants, faire venir le cinéma, enfin bon, des tas de choses. Et cet enfant a créé avec sa maman l'association et il est décédé 1 mois après la création de l'association. Et il a demandé à ses parents de tenir le flambeau de l'association, et c'est ce que ses parents font à merveille depuis plusieurs années. Et lors du Septembre en Or, il y a quelques années, ils avaient pour projet de réaliser une exposition lors d'une soirée de gala pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Donc, ils avaient besoin d'un artiste pour mettre en place cette exposition qui serait axée sur le portrait de Brahim, fondateur de l'association, et ce portrait qui rayonne sur des portraits d'enfants actuellement malades à l'hôpital. Et donc, ça a été la réalisation d'un portrait de 2 mètres sur 1 mètre 40 en mosaïque, qui a demandé 9 mois de création. Pendant 9 mois de création, je n'ai fait que ça. Vraiment de dons, mais c'était pas du don, là aussi, c'était un appel, c'était l'évidence. Et tu travaillais seule là-dessus? Oui, je travaillais seule et justement, on va en venir à ce moment. J'avais fait le croquis au tout début du projet. J'avais fait le croquis du portrait de Brahim en noir et blanc. Les parents l'avaient validé et je devais rencontrer la maman pour lui présenter la mise en couleur. Et je travaillais la nuit, la veille,
avec mes petits pinceaux, mes petites couleurs. Il était 1h30 du matin. J'étais dans mon atelier. L'ambiance était feutrée, tout était doux, tout était calme. J'étais bien, vraiment bien. Lorsque j'ai été saisie par quelqu'un qui me tapotait dans le dos. Et là, en fait, j'ai posé mes pinceaux, j'ai respiré, tout en remerciant. Je savais que c'était Brahim qui se présentait. Ça peut paraître complètement loufoque pour beaucoup beaucoup de personnes qui entendront ça. Mais moi, c'est ce que j'ai profondément vécu de l'intérieur et je n'ai pas pu taire cette chose-là. Bien sûr, je n'ai pas pu la taire. Le lendemain matin, je me suis dit, ça a été tellement puissant qu'il faut que j'en parle à la maman de Brahim. Elle me prend pour une illuminée. C'est pas grave, mais au moins, j'aurais dit ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et puis même si ce n'était qu'un imaginaire, en tout cas, ça a créé une force extraordinaire. Et la maman, quand elle m'a écoutée, je m'attendais à une réaction « me mordu du délire ». Eh bien, pas du tout. Elle a consenti en disant « Mais Marie, tu n'as rien imaginé, tu ne pouvais pas savoir. Mais quand Brahim nous embrassait, il nous enlaçait et il nous tapotait dans le dos. » Et donc là, c'était la reconnaissance d'un acte extraordinaire qui avait été vécu. Et la présence de Brahim a été là pendant les 9 mois de création. Je l'ai senti. Et en fait, tout au long de l'ouvrage, on s'est redonné vie l'un et l'autre. C'est-à-dire que lui, plus le portrait avançait, plus il s'incarnait de nouveau dans la matière, grâce au carreau. J'ai travaillé qu'avec des matériaux nobles comme le verre cathédrale et la feuille d'or. Donc tout était honneur et hommage pour Brahim. Et donc il reprenait vie et il me redonnait vie à la fois parce qu'en fait c'est Brahim qui m'a remis les pinces de mosaïque dans les mains. Et grâce à lui, j'ai compris que la mosaïque était un art thérapeutique dans le sens où il m'a remis ma puissance et ma force d'action pour accompagner tout être sur son chemin d'être et de devenir. C'est beau. Grâce à la mosaïque. Donc, gratitude infinie. Voilà. Merci. Voilà ce que je peux dire. Eh bien, écoute, je vais te proposer un tout petit jeu en te demandant de choisir un chiffre entre 1 et 10. 7. Le 7. Alors, je vais te lire une citation, ça sera la numéro 7. Elle provient de Jean-Michel Ribes, qui est un acteur et dramaturge français né en 1946 et qui a dit « L'art n'a pas d'enfance, il n'est qu'enfance. » Je partage complètement. Je partage complètement. J'ai trouvé que c'était le bon moment de faire le lien avec Brahim. Oh En la lisant, je me suis dit, c'est vrai qu'on vient de parler de lui. Voilà. Merci. Donc, pour toi aussi, c'est juste oui. cette phrase, oui. Complètement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, quand les personnes arrivent devant les bols couleurs, ils sont happés comme un enfant qui veut jouer, qui veut s'approprier la couleur et en faire quelque chose, qui veut jouer avec. Et quand cette chose-là, cet élan-là revient, c'est fantastique parce que les freins ont sauté et le jeu créateur redevient comme celui que l'on était quand on était enfant, que l'on avait, que l'on savait, qui produisait cet élan naturel, spontané, voilà.
Donc oui, cette phrase, elle me parle beaucoup. Hmm. Quand on crée, on redevient enfant parce qu'on joue avec la matière sans limite. Oui. Et j'ai l'impression que les adultes jouent aussi parce qu'en fait, il me reste une vidéo à passer et on voit un groupe en fait qui travaille avec toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Des ateliers pour permettre à ces personnes de contacter autre chose pour dépasser certaines difficultés ou juste pour se faire du bien. Et donc, j'avais été missionnée pour animer des ateliers sur deux sites pour réaliser une œuvre collective, mais qui faisait travailler de manière individuelle chacun des êtres. Et donc, j'avais proposé comme thématique pour un des ESAT de travailler sur l'oiseau rare que chacun est. Et une fois assemblés tous les oiseaux, ça faisait un totem de l'oiseau rare, du collectif de nous tous. De nous tous, nous sommes tous des oiseaux rares qui avons une mission à accomplir sur Terre et nous prenons place et nous sommes. C'est la phrase un petit peu c'est pas un petit peu, c'est complètement de Jean-Yves Leloup, qui dit chacun de nous est une forme unique que prend la vie pour éclairer la terre. Et donc ces oiseaux rares avaient cette symbolique-là. Et dans l'autre ESAT, je proposais en fait toujours pour la réalisation d'un totem, la thématique graines du lien, graines de vie, fleurs du lien. Et on a travaillé les personnes ont travaillé sur leur mandala qui exprime la vie qui est en eux. Et tous les mandalas associés faisaient graines de vie, fleurs du lien. Et ce mandala a été exposé de manière pérenne, il est encore là et pour des années et des années, dans le jardin de l'ESAT. Voilà. Donc la joie de voir ces personnes se révéler au fil des ateliers et contacter leur force créatrice et de voir en eux la joie d'avoir accompli une œuvre. Là aussi, ça a été une aventure humaine extraordinaire. Oui, et ton oiseau rare à toi, est-ce qu'il a encore envie d'explorer des choses? Quels sont tes projets à venir? L'oiseau rare, il n'a jamais fini de voyager à travers la vie et les propositions de la vie. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui le plus, c'est de fédérer des groupes à travers des réalisations d'œuvres collectives et d'accompagner toute personne sur son chemin de vie. Et en fait, l'oiseau rare que je suis glisse des créations personnelles à travers toutes ces interventions-là pour garder ma force créatrice vive. Voilà ce que je peux dire. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment en lien avec l'expansion de l'être. L'expansion de l'être. Dans une volonté de rendre un monde plus humain, plus reliant et plus fraternel. Voilà. Merci à toi, vraiment merci pour tout ce que tu viens de nous partager. C'était très beau, c'est vraiment très agréable de t'écouter. Et je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, oh, c'est une chance et en même temps, eh bien j'ai envie de dire, les arts emmènent aux grandes œuvres, c'est-à-dire à la découverte de la lumière qui révèle un autre état d'être, comme l'est le parcours de tout être sur son chemin de vie. C'est très beau. Voilà. Et peut-être 5 mots à transmettre. Joie, amour, lumière, courage,
et magie. Merci beaucoup Marie, retenons ces 5 mots. Merci à toi, merci à vous tous qui avez suivi cette émission et je vous dis à très vite, à très bientôt dans une prochaine.